Bienvenue dans On n'a jamais fait comme ça, le podcast qui révolutionne vos pratiques RH. Vous en avez marre des méthodes RH de notre siècle ? Vous cherchez des solutions concrètes qui fonctionnent vraiment ? Alors vous êtes au bon endroit. Dans chaque épisode, je vous dévoile les stratégies qui marchent, les innovations qui changent la donne et les témoignages de ceux qui osent faire différemment. Ah oui, je suis Florent Le Tourneur, fondateur de We Feel Good. Et depuis 2016, ma team et moi avons transformé la communication RH de plus de 150 entreprises et collectivités. Notre mission ? Vous donner les clés pour attirer les talents, fidéliser vos équipes et booster l'engagement. Alors, rendez-vous sur www.wefeelgoodrh.com ou contactez-moi directement sur LinkedIn. Je vous offre un audit gratuit de votre communication RH et je vous mets le lien dans la description de cet épisode. Profitez-en aussi pour vous abonner à ce podcast pour ne rater aucun épisode, bien entendu. Alors, prêt à révolutionner vos pratiques ? C'est parti et excellente écoute. Ce podcast est soutenu par HelloWork, le premier acteur digital français du recrutement. Depuis 25 ans, HelloWork accompagne les entreprises avec ses solutions. Plateforme de recrutement, CV Tech, site carrière ou encore portail de cooptation. Plus de 50 000 pros RH l'utilisent déjà. Et vous ? Découvrez tout ça sur HelloWork Recruteur. Vous trouverez toutes les offres dans le lien en description de cet épisode. Hello à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de On n'a jamais fait comme ça. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Paul Lagrange, le fondateur et CEO d'Homogène. Salut Paul. Salut Florent. J'espère que tu vas bien. Ça va super. Et toi ? Ouais, très très bien. En tout cas, un grand merci d'être là. On a le plaisir d'être reçus et on va les remercier dans les locaux de Team Starter. Donc on remercie Quentin, le CEO, pour le prêt d'une salle et qui nous permet de réaliser cet échange. Et donc on va échanger avec Paul aujourd'hui, qui a décidé de chambouler le recrutement terrain avec une approche inattendue, utiliser une IA vocale, qu'il appelle Alex. On verra qui est Alex, que fait Alex, entre autres pour qualifier, appeler et relancer les candidats. Alors au programme de notre échange, comprendre qui est Paul, ce qui le motive effectivement aujourd'hui dans notre petit monde du recrutement, et puis plonger dans les biais du recrutement et comment l'IA peut être moins biaisée que nous. Ouais, vous avez bien entendu, l'IA peut être bien moins biaisée que nous. C'est pas simple à dire. Et on finira par Paul, ta vision de la fonction RH demain. Déjà, Paul, avant toute chose, tout le monde te connaît pas forcément. J'ai envie de te poser juste une question. Qu'est-ce qui t'a surpris dans le monde du travail depuis que tu y es, par où t'es passé, et qui t'a donné envie déjà d'entreprendre ? Beaucoup de choses, je pense. Je suis un ancien sportif de haut niveau, donc j'ai toujours eu la culture de la performance. Tu faisais de l'aviron ? J'ai fait de l'aviron à très haut niveau pendant 15 ans. Alors ça se voit et je complexe un peu, je le dis tout de suite. Mais c'est vrai que d'avoir grandi dans un contexte sportif de haut niveau, ça m'a poussé dans une logique de performance perpétuelle qui s'est retranscrite aussi dans mes expériences pro. Et j'ai vite compris que le monde corporate classique n'était pas forcément fait pour moi. J'ai toujours eu une tendance à aller au-delà de ma fiche de poste, à aller chercher plus de valeur, délivrer plus d'utilité. Pour moi, c'est quelque chose qui est hyper important pour moi, être utile dans ce que je fais au quotidien, dans ce que je construis. Et donc, c'est vrai que je me suis rendu compte que le monde corpo était pas forcément un monde adapté. Enfin, j'étais pas adapté au monde corpo. Donc j'ai essayé ensuite plutôt un monde startup. Et j'ai vite compris que j'avais toujours envie de faire plus. Toujours la même logique, de délivrer plus d'utilité. Et finalement, l'endroit où je me sens le plus utile, c'est aux commandes de mon propre bateau. Ce qui fait qu'on s'est lancé avec mon associé Gillian il y a 1 an tout pile, parce qu'on fête les 1 an d'Homogène aujourd'hui. C'est vraiment aujourd'hui ? Ouais, c'est vraiment aujourd'hui. Excellent, merci. On a incorporé la boîte il y a 1 an tout pile, le 11 décembre 2024. Avec l'ambition de transformer la manière dont le recrutement peut fonctionner aujourd'hui et à l'avenir grâce à l'IA. Ok, très très clair. Donc tu dis, et quand on a échangé, mais t'en parles aussi, tu dis venir avec un regard naïf sur le monde du recrutement, t'es pas un expert RH de formation. Cette naïveté, elle t'a servi comment aujourd'hui dans ta façon de penser Homogène ? En fait, quelle est ta vision du marché du recrutement ? En tout cas, quelle était votre vision du marché du recrutement et qui vous a amené à créer Homogène, en fait ? Ouais, il y a plein de choses. Pour nous, la naïveté, c'est une valeur. Plus que, au-delà même juste de
l'aspect factuel qu'effectivement je suis pas un pro, je suis pas un recruteur, je suis pas un pro du recrutement. Dans ma précédente expérience, j'étais directeur général d'une société d'IA, on est passé de 10 à 50 en 3 à 6 mois, donc j'ai recruté beaucoup de monde tu l'as vu, ça. par défaut. Donc j'ai vécu effectivement une étape de ma vie en tant que recruteur à passer beaucoup d'entretiens, faire beaucoup de préqualifications, échanger avec beaucoup de cabinets de chasse de tête que je salue plus ou moins parce que c'est toujours compliqué. On donnera pas de nom. Il y aura pas de nom, mais c'est vrai que j'ai été frustré, je pense, dans cette partie de ma vie professionnelle par le manque de données. Je suis quelqu'un de très pragmatique. Encore une fois, venant du sport de haut niveau, je suis quelqu'un qui est drivé par la donnée. Pour moi, c'est la source de prise de décision de base. Je sais si je suis bon parce que la donnée me le dit. Il y a rien d'autre qui peut me dire si je suis bon que la donnée. Bien sûr, il y a la sensation interne. Donc, rassurez-vous, quand je vais faire du sport, je passe pas ma journée à regarder la donnée. Et je passe mon temps justement à sentir comment je me sens. Mais en revanche, quand je dois me comparer, quand je dois prendre des décisions, pour moi, il y a que la donnée qui doit intervenir. Le reste, c'est du bruit. C'est quelque chose qui est pas forcément pertinent pour moi, en tout cas, de mon point de vue, à appréhender pour prendre de bonnes décisions. Et donc, c'est vrai que je trouvais que, en étant directeur général de cette société, je manquais énormément de points de données pour prendre des bonnes décisions de recrutement. On a fait des erreurs, on a payé beaucoup de frais de chasse de tête inutilement pour des gens qu'on n'a pas forcément gardés. Et je trouvais que en 2022-2023, j'étais hyper surpris qu'on n'ait pas les bons points de données pour prendre des bonnes décisions de recrutement. Et donc, cette naïveté de ce manque de points de données pour avancer dans les décisions de recrutement nous a mené avec mon associé à creuser de manière complètement exploratoire le recrutement et essayer de comprendre en fait comment ça fonctionne. Et on l'a vraiment abordé quand on démarre une startup tech. En général, il y a un procédé qui est assez connu qui s'appelle le mom test ou le test de la maman, qui consiste à poser des questions très ouvertes et naïves pour essayer de comprendre tout un tas de points de douleur que rencontre le marché, pour ensuite identifier justement où est-ce que pourrait se trouver une bonne solution, avec toujours forcément une idée comme vecteur d'exploration. Ouais. Et donc on a fait ce travail-là auprès de plus de 250 recruteurs en France, en Europe, aux États-Unis, avec du coup la volonté de comprendre ce qui occupe aujourd'hui la grande partie du temps d'un recruteur et où est-ce qu'il n'apporte pas de valeur. On s'est rendu compte que plus de 50% du temps d'un recruteur, en général, bien sûr, c'est forcément variable, mais en général, un recruteur passe plus de 50% de son temps à faire des préqualifications par téléphone. Le petit lapsus. Mais ouais, à passer donc plus de 50% de son temps à appeler des candidats, à courir après eux pour prendre 4, 5, 10 points de données qui leur permettent de dégrossir leur sélection de candidats pertinents. Ouais, quand tu parles de temps, tu comprends autant le temps des entretiens de préqualification que le temps d'organiser ces entretiens. Ah oui, je te parle de sur mettons que ce soit 35 heures, sur 35 heures travaillées sur une semaine, t'en as au moins 17 qui sont passés autour de cette activité de préqualifier des candidats. Okay. Et donc c'est vrai que quand tu prends un recul assez naïf sur cette situation, tu te dis bon, effectivement, on peut considérer que c'est le métier du recruteur, mais tout dépend en fait de ce que tu considères être le métier du recruteur. Il y en a qui vont te dire c'est mon métier que de préqualifier des candidats et de courir après eux toute la journée pour récupérer 5 points de données du type est-ce que tu as le permis, est-ce que tu serais le bon candidat pour te projeter sur tel ou tel environnement, ou finalement est-ce que ton métier de recruteur c'est pas plutôt de prendre des décisions de recrutement basées sur la donnée qui te permettent de trouver des bons candidats et passer pour le coup une demi-heure, 1 heure avec 5 bons candidats par semaine, mais sur lesquels on va prendre des bonnes décisions et pouvoir les séduire, les éduquer et les fidéliser. Ok. Et justement aujourd'hui, comment tu as découvert la réalité, on va dire, des recruteurs, et qu'est-ce qui vous a fait basculer dans la création d'Homogène, et si tu peux nous expliquer d'ailleurs ce que fait Homogène. J'en ai rapidement parlé en parlant de notre ami Alex, mais voilà, tu peux nous expliquer simplement. Voilà, moi je suis recruteur, je suis RH. Concrètement, en quoi Alex va changer ma vie, quoi. Ouais, bien sûr. Alors déjà, encore une fois, on continue de découvrir des choses au quotidien. Donc pour le coup, je suis loin d'avoir la science infuse sur le recrutement, et c'est ce qui fait qu'on adore faire ce qu'on fait avec l'équipe, c'est que
on n'a aucun expert du recrutement qui est dans l'équipe en soi. On a beaucoup de personnes qui nous entourent et qui sont experts du recrutement et qui nous aident et qui nous épaulent et qui nous aident à prendre des bonnes décisions. Mais c'est vrai que du coup, on découvre beaucoup de choses au quotidien. Et en fait, notre logique, c'est notre savoir-faire avec mon associé. Donc, on est des experts de l'IA. Je l'ai pas trop précisé, mais du coup, c'est induit que je viens plutôt de l'IA et mon associé c'est pareil, il est AI engineer. On s'est rencontrés dans une société qui s'appelle Monk qui fait de la computer vision pour détecter les dommages sur les voitures. Et notre expertise, notre savoir-faire, c'est de prendre des modèles d'IA. À l'époque, c'était des modèles de machine learning, de computer vision. Donc, alors là, vas-y, faut que tu m'expliques tous ces termes. Donc c'était un modèle qui permet, sur la base d'une photo de voiture, d'identifier des dommages sur la voiture. Ça peut être des rayures, des pocs, etc. Et de pouvoir mettre un prix sur ces dommages dans une logique d'achat-revente de voitures. Donc par exemple sur Le Bon Coin ou choses comme ça. Du machine learning, c'est des modèles qui ont été entraînés avec énormément de données. Donc plus il y a de données, plus le modèle il est pertinent. Et avec du coup des données qui sont labellisées. Donc sur la donnée, on va préciser, là tu vois il y a une rayure, et donc on va montrer au modèle, là il y a une rayure, là il y a une rayure, là il y a une rayure, là il y a une rayure. Et ensuite on va montrer une photo avec une rayure, on va dire est-ce que tu vois une rayure Et il va dire oui je vois une rayure là avec une prédiction de 85%. Ok, c'était bien une rayure. Ok, j'apprends. Et ça s'appelle le machine learning. C'est comme ça que tu apprends et que tu entraînes tes modèles. C'est un modèle de base qui a permis derrière l'avènement des modèles de langage. Mais c'est un modèle assez basique, modèle de machine learning. Et ça permet d'avoir du coup de faire de la détection, par exemple, du triage, des choses comme ça. Et donc, avec mon associé Gillian, notre expertise, ça a été de prendre des modèles d'IA qui sont relativement complexes, en tout cas pour l'industrie. On se parle de l'industrie d'achat-revente de voitures, donc c'est une industrie qui est relativement enfouie et assez éloignée des frasques de la tech mondiale. Et donc, notre expertise, ça a été de prendre ces modèles-là sous forme d'API, donc un modèle qui est accessible par interface assez ouverte. Et de les mettre dans les mains de personnes, inspecteurs automobiles, qui jusque-là n'avaient jamais utilisé d'IA de leur vie. Logique, entre 2020 et 2023, il n'y avait pas forcément beaucoup d'IA accessibles au grand public. Mais donc notre expertise, ça a toujours été de prendre des modèles d'IA relativement complexes, à l'époque c'était très complexe, et de les mettre dans les mains de personnes qui n'ont jamais utilisé l'IA de leur vie. Et de faire en sorte que ce modèle se comporte dans un cas d'usage donné. Ok. Et c'est exact, donc c'est ce qu'on appelle un playbook, donc le fait de comprendre le besoin, comprendre comment l'IA va pouvoir résoudre ce problème, comment est-ce qu'on va résoudre tous les cas d'usage un peu uniques qui feraient que ça fonctionnerait pas. Ce playbook-là, on l'a dupliqué aujourd'hui sur Homogène avec l'ambition de réaliser 2 étapes dans le processus de recrutement de nos clients. Un fil de CV qui est uniquement pragmatique, qui permet d'identifier les candidats pertinents à préqualifier, et une préqualification par téléphone instantanée, qui va permettre pour les candidats d'accéder à la prochaine étape du processus de recrutement quand ils sont pertinents, le plus rapidement possible. Ce qu'on promet à nos clients, c'est réduire leur temps de recrutement, passer moins de temps à gérer du bruit et plus de temps à séduire des bons candidats, donc passer plus de temps avec les bons candidats et moins de temps à faire quelque chose d'assez déshumanisant côté candidat, mais aussi côté recruteur, qui est c'est 17,5 heures de préqualification asynchrone, où le recruteur passe son temps à courir après les candidats, vice versa. Parce qu'elle est au bon moment, etc. Exactement. Le fait d'appeler instantanément des candidats, c'est quelque chose qui change la donne aujourd'hui dans l'expérience aussi candidat. On se rend pas forcément compte, et c'est vrai que le premier retour qu'on va pouvoir avoir, c'est quelque chose qui peut être déshumanisant et logique et compréhensible. Ça peut être déshumanisant effectivement que d'interagir avec une IA vocale. Tout dépend comment c'est fait, tout dépend de la qualité, tout dépend le niveau de personnalisation dans lequel on va, et aussi faut voir l'alternative. Aujourd'hui, 99%, parce qu'on est vraiment au tout début de l'aventure Homogène, mais nous 99% des process aujourd'hui, quand je vais candidater en tant que candidat, je reçois un mail automatique qui me dit cher Paul, si dans 10 jours, en moyenne, si dans 10 jours t'as pas de nouvelles, considère que ça va pas le faire. Et ça, c'est ce que je reçois instantanément. Et puis au mieux, il y a un recruteur qui va me rappeler
Alors le lendemain, si c'est vraiment un process qui est efficace, ou sous 3 jours, voire plus, s'il a fini. Voire jamais, voire jamais, ouais. effectivement. Et déjà, quand t'as un mail automatique, c'est sympa. Hein, quand t'as un mail automatique, effectivement. Tu l'as pas toujours. Hein. Mais le mail automatique, c'est ce qu'il y a, enfin, de mon point de vue, plus simple. C'est ce qu'il y a de plus déshumanisant possible. Je veux dire, le seul point de personnalisation qu'il y a, c'est Paul. C'est le prénom. Et encore, parfois, il y a des problèmes. Il y a cher XXX. Mince. Parce que le parsing du CV a mal fonctionné, et donc du coup, la donnée remonte mal, et donc on va m'appeler, je sais pas, cher 20 avril 1994. Ouais, cher Lagrange aussi. Cher Lagrange. Ouais, t'as ça, t'as ce genre de truc. Ouais, c'est cool. Je pense qu'en 2025-2026, l'IA se doit de proposer une alternative beaucoup plus personnalisante et donc humanisante, parce que pour moi ça va ensemble, à la fois aux candidats mais aussi aux recruteurs, sur une étape où l'IA a beaucoup plus de sens, je trouve, que l'humain à ce stade. Ok. Alors on va revenir sur ces sujets-là parce que je trouve ça hyper intéressant. C'est vrai que l'IA vocale aujourd'hui, enfin moi tu vois, je me mets en situation grand public. C'est pas ouf, hein. J'ai eu le droit 2 fois, une fois, enfin comme tout le monde, où je reçois des appels téléphoniques pour me vendre des panneaux photovoltaïques par une IA vocale, et c'est juste horrible et catastrophique. Le truc t'écoute pas, en fait, c'est un robot qui te parle. Et l'autre fois, c'était pour organiser mon dernier voyage avec un voyagiste qui a été nullissime. Alors le voyage était top, mais par contre la préparation était nullissime avec cette, ouais, j'en suis sorti. Mais voilà, donc les cas d'usage restent encore améliorés. Mais on va revenir sur tout ça parce qu'effectivement, Homogène, vous avez franchi des caps. Quand on a préparé l'entretien, tu voulais me parler d'un sujet qui était pour toi important, ce qu'étaient les biais dans le recrutement. Tu dis avoir vu des choses hallucinante, je vous dis guillemets, un peu dans le monde du recrutement aujourd'hui, depuis que tu y as été en tant que recruteur dirigeant ou maintenant à accompagner des recruteurs. Est-ce que tu peux nous en dire plus, et c'est quoi les biais qui te heurtent toujours en 2025-2026? Ouais, bien sûr. J'ai pas... je suis pas en croisade contre les biais des recruteurs, hein, mais c'est juste que parce qu'on parle souvent des biais de l'IA, c'est ça, mais on parle pas souvent des biais des recruteurs. C'est ça qui me gêne fondamentalement, c'est que une réaction systématique, je dirais, des personnes qui sont opposées au progrès, c'est de dire l'IA est plus biaisante que l'humain, sans aucun fondement particulier, en allant invoquer de l'entraînement de données, des choses que en général personne ne maîtrise vraiment parce que c'est pas leur métier. Ils l'ont peut-être entendu sur TikTok. Voilà, ça peut être juste du bruit. Ouais. Et je pense que c'est important de remettre l'église au milieu du village et d'essayer de comprendre qu'est-ce que l'IA fait, qu'est-ce que l'IA ne fait pas. Et déjà, moi, ça me gêne fondamentalement de parler d'IA systématiquement parce que c'est flou et donc c'est trompeur. Et qu'est-ce que l'humain fait, qu'est-ce que l'humain ne fait pas. Pour moi, il y a, de mon point de vue très naïf sur le recrutement, il y a plein de niveaux de biais différents. Il y a un premier niveau de biais qui est purement basé sur la donnée, qui est un biais volumique. Quand je suis recruteur, encore une fois, je ne suis pas recruteur, mais ce que je vois, c'est que je peux pas, en fait, malheureusement, préqualifier. Mettons que je reçois 80 candidatures pour un poste. Malheureusement, je vais probablement pas réussir à préqualifier ces 80 candidatures, même si potentiellement, un candidat que j'aurais vu sur le CV serait meilleur sur une préqualification téléphonique, et du coup, j'applique un biais qui est purement mathématique, volumique, sur le fait de me focaliser par manque de moyens, vraiment juste, je peux pas appeler 80 personnes, sur ces candidats qui me semblent être les meilleurs. Ça, c'est un premier biais qui est malheureusement universel, qui est inhérent au manque de moyens humains, au manque de temps, sur la capacité d'un recruteur à appeler tous les candidats, ou en tout cas tous les candidats qui pourraient être les plus pertinents. Ensuite, il y a plein de biais qui sont informels dans le recrutement, et c'est normal, c'est le métier du recruteur, c'est d'aller accumuler une série de biais informels qui va se passer de par des apprentissages, c'est purement empirique. J'ai vu que on vient tel candidat qui est resté, qu'on a abordé il y a un mois, il est parti parce que en fait il habitait trop loin. Donc je pense qu'il faut qu'on arrête de recruter des gens qui habitent aussi loin. C'est logique. Le cerveau humain raisonne comme ça et c'est normal. Mais en fait, naturellement, on applique un biais qu'on va du coup chercher à dupliquer et à répliquer. Et en soi, c'est ok. Enfin, ce qui est en plus complètement stupide. C'est ça. Comme ça. Parce que tu peux recruter quelqu'un qui habite à 500 mètres de tes locaux.
Donc tu vas dire, il est juste à côté, c'est cool. Puis tu l'as recruté, puis là, il déménage à 50 km la semaine d'après. Hein. Il a le droit. Hein. C'est pas toi qui décide où il habite. Donc, mais bon, bref. Oui, c'est vrai. Non, mais en plus, effectivement, l'adresse, elle est pas figée dans le temps. Oui. Donc, effectivement, il y a ça, mais en plus, enfin, pour moi, il y a une logique qui est naturelle, c'est que, en fait, tu t'apprends, quoi. Et en fait, l'apprentissage et l'expérience sont nécessairement source de biais, qui sont plus ou moins, enfin, en soi, tout biais semble logique et en même temps complètement illogique. Comme tu le dis, l'adresse, elle n'est pas figée dans le temps, tout comme l'âge, Voilà. tout comme les aspirations, la motivation, tout bouge. Et donc, c'est vrai que la réaction initiale de, je pense, personnes qui sont pas nécessairement convaincues par le progrès, moi je suis quelqu'un qui est vraiment profondément... je suis un technocrate et je considère que l'homme est sur Terre pour progresser. Et que du coup, je m'en voudrais finir ma vie sans avoir vu un vrai progrès et pris part à un vrai progrès sur Terre. Si je dois prendre un peu de recul sur les choses. Et donc c'est vrai que je suis dans une logique où dans tous les cas, pour moi, on se doit de progresser. Et aujourd'hui, je trouve que l'environnement de process de recrutement, il est sous-optimal. Il est sous-optimal pour le recruteur, il est sous-optimal pour le candidat, il est sous-optimal pour les employeurs. Et par naïveté, je comprends pas qu'aujourd'hui, en 2025, ça fonctionne comme ça. Et je vois très bien la réaction de l'IA peut être biaisée, et donc je pense que c'est important là-dessus être très clair. Effectivement, enfin, tout système peut être biaisé. Il peut être biaisé par plusieurs égards, tout comme un humain peut être biaisé par les égards que j'ai pu mentionner. Et après, il y a des convictions politiques, des convictions personnelles, des choix particuliers, des préférences, etc. côté humain qu'il n'y aura pas côté IA. Mais du coup, si je dois être très factuel et nommer les choses, un LLM aujourd'hui qu'on utiliserait pour, je sais pas, s'il est bien prompté, bien dirigé, aujourd'hui, lui, il est entraîné sur des milliards de données qui sont des données publiques, données web. En général, les données web sont des données qui sont factuelles, formelles. Comme je l'expliquais un peu tout à l'heure, une grande majeure partie des biais sont des biais informels. C'est des biais qui s'héritent oralement, en général, ou empiriquement, par l'expérience. C'est rarement écrit dans des forums ou sur des sites. Si tu veux recruter le meilleur candidat, ne prends surtout pas des gens qui viendraient de telle région ou donc l'IA elle a pas ces biais-là empiriques qui sont, je pense, la majeure partie des biais qui sont aujourd'hui opérés dans le recrutement, mais effectivement elle va pouvoir opérer des biais tout comme un humain sur certaines choses. Et ça, il faut pouvoir effectivement l'observer. Rien n'est absolu. Alors qu'est-ce qui empêche d'ailleurs techniquement l'IA que vous avez développé qu'est-ce qui lui empêche de reproduire ces biais humains? En fait, c'est une question de système et de paramétrage. Et justement, étant un créateur de systèmes potentiellement biaisants, notre gros fer de lance, c'est vraiment, notre gros focus, c'est de trouver comment faire en sorte que, l'humain ne puisse pas paramétrer le biais empirique dans notre système. Donc ça, c'est techniquement impossible. C'est du paramétrage. Encore une fois, nous, on a créé une structure et un produit où le recruteur va pas prompter, il va pas interagir avec un modèle de langage, il va uniquement faire du paramétrage. Et dans le paramétrage, pas possible de dire je veux que des hommes blancs de plus de 40 ans et le reste. Donc ça, c'est des biais qui vont disparaître totalement. Avec Alex, ça disparaît totalement. Quoi. Je pense qu'avec l'IA au global, ça disparaîtra. En tout cas, c'est sûr qu'il va y avoir un lissage sur ce type de biais-là. Donc il y a ce qui est l'ordre du possible, et ensuite il y a s'assurer que les prédictions de l'IA ne soient pas biaisantes. Et donc là, ça suppose d'avoir beaucoup de modèles d'observabilité, donc d'aller observer comment l'IA se comporte. Ça passe par des couches, ce qu'on appelle LLM as a judge. Et en fait, c'est des modèles qui vont aller observer comment les modèles se comportent. Est-ce qu'effectivement, il y aurait pu y avoir un biais sur la prédiction du modèle qui est censé, par exemple, définir est-ce que tu as le bon niveau d'expérience pour le poste où il faut 3 ans d'expérience. Ok, très très clair. Aujourd'hui, vous êtes sur le terrain de jeu du recrutement des profils plutôt terrain. Pourquoi vous êtes allé sur ce terrain de jeu
Et qu'est-ce qui vous fait dire qu'aujourd'hui c'est là que le bas blesse, on va dire? Est-ce que c'est pure business en se disant voilà, il y a plus de volume, donc on va faire plus de cash, je suis un peu direct, ou est-ce que vous vous êtes dit c'est peut-être là sur ce terrain de jeu qu'il y a beaucoup de choses à améliorer en termes de préqualification? Il y a vraiment plein de niveaux de réponse à cette question. Je pense que le premier niveau, il est très culturel et inhérent aux valeurs qui nous animent avec mon associé, Gian, dans la mesure où on a toujours cherché à explorer des secteurs enfouis, peu valorisés. Et là où, je dirais, le grand col blanc est adressé par LinkedIn et par beaucoup de technologies ou de SaaS qui vont faciliter le recrutement, l'identification de candidats col bleu, etc. Ce qui est vrai, c'est que les candidats col bleu, opérationnels, etc., sont beaucoup moins adressés technologiquement. Ils sont, pour le coup, automatisés à grande échelle, mais pas forcément bien adressés, je trouve. Il n'y a pas un LinkedIn des cols bleus qui leur permette de valoriser leur expérience. Et puis, c'est pas forcément des personas de candidats qui vont savoir se mettre en avant, ne serait-ce que jusqu'à présent. Après, je pense que les LLM changent un peu la donne, mais jusqu'à récemment, c'était hyper compliqué, je pense, pour quelqu'un, un agent de sécurité, que d'aller poser un CV qui le mette en valeur. Et donc, nous, on veut changer ça, on veut leur donner une voix, et c'est ça qui nous a animés initialement. On comprend quand je dis ça que aujourd'hui, Homogène fait pas vraiment ça. Aujourd'hui, on fait qu'une partie. Ce qu'on cherche à valider à ce stade d'Homogène, c'est effectivement, les employeurs sont prêts à payer pour avoir des candidats préqualifiés par IA vocale, ce qui est hyper important pour nous, pour aller derrière créer une suite qui serait on va pouvoir trouver des candidats pertinents et vous les proposer directement. Leur donner la voix, justement. Ça, c'est, je pense, le premier point qui est un peu philosophique et inhérent à la valeur. Deuxième point, c'est en fait, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on résout comme problème, c'est pas inhérent uniquement aux candidats opérationnels, enfin au profil code bleu, c'est inhérent à une problématique globale dans le marché du recrutement, qui est qu'il y a souvent beaucoup de volumes à traiter, soit des volumes de candidatures, soit des volumes de jobs. On a des clients où les recruteurs vont gérer entre 30 et 40 recrutements en cumulé. Autant te dire que c'est un volume de fou, ouais. Ça se passe pas très bien, et c'est normal. Quand notamment dans l'intérim, je pense à des postes où tu vas recruter un développeur SQL et en même temps un cariste KSS3. C'est le grand écart en termes de compréhension de contexte, en termes de compréhension de critères, etc. Hyper compliqué pour eux que de faire ce grand écart systématiquement et de passer d'un candidat à un autre toutes les 5 minutes. Pour ça, l'IA est très forte. Gérer des volumes aussi bien de candidatures que de contexte, c'est quelque chose que l'IA maîtrise très bien. Deuxième point, c'est aujourd'hui, on se rend compte que les meilleurs candidats, ils restent dans les process disponibles 5-10 jours maximum. On a rencontré jusqu'à présent aucun client ou aucun process de recrutement qui rêvait d'être plus long. Oui. L'enjeu, en général, quand on poste une offre, elle était déjà due il y a 3 semaines, et en fait, donc il faudrait juste que le candidat soit recruté pour hier. Donc, il y a un enjeu d'instantanéité qui est colossal, que nous, on vient adresser en allant justement préqualifier directement les candidats. Et dernier point qui fait que finalement, au fur et à mesure, on se rend compte qu'il y a un détachement un peu logique du col bleu en général, c'est besoin d'opérer une constance de qualité de recrutement dans les process où souvent, c'est pas forcément un recruteur qui va gérer le process. Soit complètement, soit c'est un yo-yo entre le recruteur et un manager opérationnel qui peut être un directeur de restaurant, une directrice de crèche, oui. Un responsable d'agence, un recrutement qui est décentralisé, personne, quelque chose qui est décentralisé. Ça peut même être, je pense à des clients sur la partie médias télévision, où sur du stage, en général, le recruteur il touche pas au process du tout. Et donc le stagiaire il postule, et ensuite c'est un manager qui a à peu près 0 heure de sa semaine
délégué au recrutement qui doit gérer la préqualification de 50 pauvres stagiaires qui attendent un retour désespéré de cette super marque audiovisuelle. Et en fait, on se rend compte que de par la structure des process aujourd'hui, il y a un besoin aussi que d'opérer une constance de qualité de recrutement que aucun recruteur peut réaliser parce que occupé sur autre chose. Ok, extrêmement intéressant. Tu vois, moi je voulais rajouter un sujet, c'est pour avoir fait pas mal de préqualification dans ma vie de recruteur en entreprise et en cabinet. C'était pas toute la journée, ta journée elle est faite de haut et de bas. Si avant de préqualifier quelqu'un t'as vécu un bas qui t'a un peu plombé le moral ou qui t'a mis un peu sur les nerfs, je pense que t'es pas le meilleur pour faire une préqualification. Ensuite, tu vois, quand tu parlais de qualité de préqualification, je pense que l'avantage de l'IA, c'est que elle a pas tous ces ressentis humains qui vont influer sur la qualité d'un entretien de préqualification qu'elle va réaliser ou pas. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, c'est clair. Quand c'est ton 20e de la journée, t'es pas le meilleur, quoi. Ouais, et encore 20e, parfois c'est 150e. Ouais. À 17h, c'est... T'en as marre, hein, t'es venu. Ouais. Et c'est humain, hein, Ouais. honnêtement. Quand on a commencé Homogène, je m'amusais à faire des... Je suis désolé d'ailleurs pour les recruteurs qui m'écouteraient, à qui j'aurais pu faire ça, mais je m'amusais à faire des process un peu mystères. Et donc, Ah non, tu savais pas, moi j'en fais tous les jours. Hein. Ok. J'assume. Hein. et pour justement valider cette assumption que la préqualification était sous-optimale, et plein de fois en fait, je passais par Indeed, j'arrive dans tu vois dans l'ATS du client mystère ou en tout cas du testeur, et je me fais appeler ou je vais appeler un numéro. Et en fait, du coup, j'arrive à un stade où j'ai coûté un certain prix à la société à qui je fais l'interview mystère. J'ai coûté entre, je dirais, 50 centimes et plusieurs euros, que ce soit en paid marketing, etc. Et donc, je me dis, logiquement, on va essayer d'aller au bout, en tout cas récupérer un maximum de points de données sur moi pour pouvoir me qualifier et m'emmener vers où bon semble ma candidature. Et en fait, la réalité, c'est que première question, c'est est-ce que vous avez le permis? Si je leur dis non, ça s'arrête là. Ça s'arrête là, net. Ok. Et en fait, j'avoue que c'est quelque chose que je comprends pas. C'est quelque chose qui est sous-optimal à la fois pour le recruteur, parce que lui, il a pris le temps que de décrocher son téléphone, se dire je vais appeler Paul, il a l'air pas mal, j'ai vu son CV, machin, ça semble matcher. Donc il a pris au moins 3 minutes pour se dire ça vaut le coup que je l'appelle. Il a peut-être même composé mon numéro s'il a pas un truc bien intégré, donc il a perdu quand même pas mal de temps. Et l'employeur, lui, il a payé ses 50 centimes à avoir. Je pense qu'à ce stade-là, j'ai coûté 5 euros parce que tu vois, tu prends le temps du recruteur, etc. Aller au bout de l'appel, ça prend 3 minutes de plus. Ça récolte au moins 10-15 points de données supplémentaires qui pourraient être exploités d'ailleurs dans l'ATS pour me repositionner sur un autre poste et donc faire en sorte que je sois pertinent. Et en fait, non. Ça va s'arrêter là parce que l'humain, elle se dit j'ai pas le temps en fait, genre et je comprends. Paul il matche pas et moi j'ai besoin de candidats qui ont le permis. Je m'en fous que t'aies pas le permis parce que le poste là il faut le permis. Et donc ouais, je trouve que en fait c'est quelque chose que l'IA ne fera jamais. Et moi côté candidat, je trouve ça dégueulasse. Je me dis attends, j'ai pris le temps de décrocher, de prendre le temps avec cette recruteuse. Je lui dis que j'ai pas le permis, elle pourrait au moins me proposer autre chose. Ok, j'ai pas le permis, mais peut-être je suis pertinent sur autre chose. Il y a bien d'autres postes qu'ils ont, tu vois, potentiellement dans la TS où je pourrais y aller en transport en commun, en fait. Et donc c'est vrai que on se rend compte en fait que il y a une forme de sous-optimalité qui est aussi corrélée au fait que le CV c'est pas forcément une bonne base de réflexion sur beaucoup de process. Ouais, ça on est en phase, hein. Très clair. J'ai envie qu'on rentre un peu dans le concret de comment fonctionne Alex. Je suis RH. Comme tu disais, voilà, je travaille dans l'intérim. J'ai 30 ou 40 postes différents avec des attentes différentes pour chacun, avec des clients en plus différents qui ont chacun leur culture, leur ADN, leur marque employeur, etc. Comment va fonctionner Alex quand vous allez plugger Alex sur l'outil? Est-ce que d'ailleurs c'est moi, recruteur, qui décide que ce poste-là va être préqualifié par Alex? Est-ce que c'est systématiquement tous les postes? Et puis comment est personnalisé Alex, je dirais, en fonction du poste, de l'entreprise qui recrute,
du niveau de responsabilité attendu dans le poste. Je sais pas comment ça fonctionne techniquement. C'est complexe en fait. Hein. Ouais, bien sûr, c'est complexe. Ouais. Et comme je l'ai évoqué tout à l'heure, notre logique, c'est vraiment de faire en sorte que ce soit hyper facile d'utilisation. Donc, il n'y a aucun prompt qui est tapé par aucun de nos utilisateurs. Tout est géré par un tuyau qui va, du coup, à la fois gérer la personnalisation d'Alex pour la marque employeur de nos clients. Depuis tout à l'heure, on l'appelle Alex, mais pour Big Mama, qui est un acteur de la restauration italienne, il s'appelle Matteo. Ah, on peut changer le nom. On peut changer le nom. Avec le parc Astérix, on se parle de l'appeler Astérix, par exemple. Ouais. On travaille pas avec le parc Astérix, on aimerait bien, mais pour l'instant, on a juste évoqué si vous entendez. Hein. David, on pense à vous. Mais effectivement, c'est un premier vecteur qui est hyper important pour nous, c'est la personnalisation. Le fait que l'agent vocal, en fait, incarne la marque employeur de nos clients. Ouais. Parce que les candidats vont vouloir poser des questions et vont vouloir interagir avec la marque employeur. Et en fait, la conviction profonde qu'on a, c'est plus on offre de personnalisation aux recruteurs, aux candidats et à l'employeur, à notre client, plus le côté déshumanisant de l'IA vocale, qui est forcément perceptible, s'estompe. D'ailleurs, vous le dites ou pas? Bien sûr, c'est hyper important. Ouais, vous le dites que c'est une IA vocale. Bien sûr. Ouais, okay. On n'a jamais cherché à tromper qui que ce soit. Ouais, okay. Et je pense que même légalement, à vérifier, mais de mémoire, c'est nécessaire, notamment par rapport à les actes. Ouais. Je trouve que c'est mieux de le dire, faut mieux être honnête. Bien sûr. On va le dire en amont, via la privacy policy, via aussi on a des tunnels d'information et de communication avec les candidats en fonction de ce que veulent nos clients pour informer les candidats et leur permettre de se mettre dans l'esprit de ok, je vais interagir avec une IA vocale, ce qui est hyper important. On le dit en amont de l'appel, donc quand tu vas décrocher l'appel bonjour Florent, je suis Mathéo, recruteur virtuel de Big Mama, je suis un agent virtuel. Et du coup, excuse-moi parce que je fais des questions aux questions, donc c'est pas facile pour toi. Mais c'est l'IA qui m'appelle ou c'est moi qui appelle l'IA quand je suis candidat? Et ça va vraiment dépendre de comment... Parce que moi, si j'ai envie de faire l'entretien à 15h le dimanche après-midi, je peux. Ouais, bien sûr. Ouais. En fait, la logique, c'est que un coup de téléphone, là, si par exemple, tu te fais appeler, bon, t'es en mode avion, mais si t'es pas en mode avion, tu te fais appeler, t'es sûr, à 99% de chance que tu regardes ton téléphone et tu regardes qui t'appelle. C'est sûr. Oui. Et en fait, aujourd'hui, les taux de conversion qu'on a sur les appels sont en moyenne 15 à 30 fois meilleurs que n'importe quel autre canal de communication. Ok. Quel que soit le numéro qui appelle. Okay. Que ce soit un 09, un 07, un 02, un 01. Donc on peut vraiment personnaliser aussi le numéro par client et par contexte. Un exemple, c'est on travaille avec un gros acteur du service à la personne. Eux, ils veulent avoir des numéros locaux pour vraiment incarner justement localement chaque région, en considérant que les candidats ne répondent que, je sais pas, un 02, je sais plus ce que c'est la région 02, mais voilà, quoi. Donc, on va aller vraiment très loin sur la personnalisation pour incarner vraiment profondément la marque employeur. Mais c'est aussi, donc je reviens sur l'exemple de Big Mama, vérifier, par exemple, pour des candidats sur des postes en salle, que ces candidats-là sont motivés ou en tout cas sont alignés avec des valeurs de la culture italienne, parce que pour eux c'est hyper important que de montrer cette marque-là en salle. En revanche, en cuisine, on va pas vérifier ce critère-là auprès des candidats. Ça, c'est le premier élément de personnalisation qui est hyper important. Okay. Le deuxième, ça va être de générer une trame d'entretien qui soit la plus adaptée possible à la fiche de poste. Et donc ça partir de la fiche de poste, générer des critères qui sont basés sur cette fiche de poste. Donc on va avoir des critères qui sont contractuels. Est-ce que tu es OK pour bosser en CDI si c'est un poste en CDI? Est-ce que, par exemple, t'as les bonnes attentes salariales par rapport à ce qui est effectivement mentionné sur la fiche de poste? Est-ce que t'as l'assertif ou le diplôme ou les choses qui vont bien pour justement matcher contractuellement avec la fiche de poste? Ensuite, il y a une logique de scorer le candidat sur des critères qui sont pour le coup plus des critères de mise en situation, qui vont permettre de raffiner justement la pertinence du candidat et son appréciation pour le poste en question. D'accord. Mais ça, c'est l'IA qui me pose des questions? Ouais. Mais est-ce que moi, je peux poser des questions à l'IA? Bien sûr. Tu peux poser autant de questions que tu veux. La logique, c'est que l'agent va se servir de tout le contexte qu'il a, à la fois sur la fiche de poste, donc il peut répondre aux questions de la fiche de poste. Ce qui est souvent, on se rend compte qu'il y a des candidats, là c'est arrivé, je crois que c'était cette semaine, pour un client dans l'intérim qui s'appelle Satis. Il y a beaucoup de candidats qui candidatent à des postes sans même lire la fiche de poste, en fait. Et première question, c'est
Est-ce que vous êtes OK, match de localisation, est-ce que le poste est basé je sais plus où, donc eux ils sont dans l'est de la France, le poste est basé je sais plus où, est-ce que ça vous va? Ah non, pas du tout. J'avais pas du tout postulé là. Ça change pas qu'on va aller au bout de l'entretien, mais voilà, c'est typiquement des éléments qui ressortent systématiquement. Donc tu peux poser des questions sur la fiche de poste, tu peux poser des questions sur la marque employeur, sur les avantages. Quand l'agent n'a pas le contexte, il va dire écoute, là j'ai pas la réponse. Est-ce qu'il fait pas d'hallucinations? Donc hallucinations, c'est des fausses réponses créées par l'IA. En général, elles sont les plus maîtrisées possibles parce qu'on a vraiment cherché à contraindre au maximum la flexibilité de l'agent sur ces sujets. Mais effectivement, il peut y avoir des hallucinations. Enfin, l'IA n'est pas magique. Le LLM n'est pas magique. Surtout quand on cherche à... On est vraiment dans une logique de fournir la meilleure expérience possible aux candidats. Donc, leur fournir les meilleurs modèles d'interaction possibles. Et donc, qui dit meilleur modèle, dit aussi une capacité à avoir beaucoup plus de flexibilité. On pense que c'est la bonne marche à suivre, offrir plus de flexibilité d'interaction aux candidats, plutôt que d'avoir une logique très très fermée en arbre, qui, comme tu as pu l'expérimenter sur, par exemple, les appels de pompes à chaleur ou autres, sont horribles à vivre et à expérimenter pour la personne qui est appelée. Du coup, effectivement, répondre aux questions du candidat, c'est tout à fait... c'est quelque chose qu'on fait systématiquement. Et en fait, surtout, nous, on va pouvoir générer un nombre de points de données pour les recruteurs et nos clients qui est assez profond sur justement c'est quoi toutes les questions du candidat. Ok, on n'a pas la réponse. Donc ça, on va pouvoir... Ça, vous avez tracé ça. On va les tracer. On va dire au recruteur, là, faut que tu nous donnes la réponse parce que ça interroge les... Bien sûr, cette question, on l'a systématiquement. Pourquoi on a cette question? Peut-être qu'il faudrait revoir en fait la manière dont tu brènes tes fiches de poste, dont tu rédiges tes fiches de poste. On va aussi pouvoir dire attends, là en fait sur tel poste, tu vois, ou après où on va aussi en termes d'intelligence, mais sur tel poste, le taux de match de tes candidats, il est à 5%, alors qu'en moyenne on est plutôt entre 10 et 30%. Est-ce qu'il n'y a pas un problème sur ton canal d'acquisition? Est-ce que tu as acheté les candidats au bon endroit? Est-ce que c'est vraiment Indeed la bonne plateforme pour acheter ces candidats ou Hello Work ou je sais pas? Est-ce que c'est les bons critères finalement pour vérifier? Est-ce que t'es pas en fait trop dur dans ton appréhension et dans ta recherche de candidats? Est-ce que tu as vraiment besoin de ce critère-là sur lequel tu as 99% de tes candidats qui échouent? Et donc on va vraiment aussi permettre aux recruteurs et à l'employeur de prendre du recul sur leurs attentes et process de recrutement, et de dire, tu vas pouvoir mieux optimiser tes coûts d'acquisition de candidats en se disant, là, en fait, tous les candidats qui proviennent de tel canal semblent pas pertinents du tout. Je vais peut-être pouvoir revoir ma manière d'appréhender mon acquisition et de me focaliser plus sur ce canal-là, où visiblement, sur ces postes-là, ça marche super bien. Et ça, nous, en fait, on apporte une donnée et une niveau de transparence qui est, je dirais, infinie par rapport à ce qui existe aujourd'hui, qui est, comme je le disais, de mon point de vue, très pauvre en termes de points de données. Ok, c'est hyper intéressant. Donc là, ça revient à ce que tu disais au tout début de l'échange. Ta culture aussi données, KPI, ça te permet effectivement de les exploiter pour améliorer le process recrutement, pour améliorer la marque employeur de la boîte, l'expérience candidat que vivent les candidats de cette organisation. Quelle est la question la plus étrange qu'un RH t'a demandé d'intégrer dans ton agent IA? Est-ce que tu as déjà eu des trucs un peu zarbi? T'es pas obligé de citer les noms des boîtes. On a recruté pour un client en Suisse des saisonniers sur de la récolte viticole et primeurs, tu sais, légumes, fruits, légumes. Ouais. Et là, c'est vrai que c'est souvent assez olé olé, je dirais. Les Suisses, ils ont un peu moins de scrupules sur les biais et la discrimination que les Français. Ah bah, j'avais pas ça. Ils auraient vu plus carré que nous, tu vois, pour le coup. Écoute, ils sont très carrés sur des éléments de données, par exemple, sur ce qui s'apparente à la GDPR en Suisse. Là-dessus, pas de sujet. En revanche, aussi très à l'aise à chercher des candidats qui matchs avec des critères qui sont assez clivants, je dirais. Et donc ouais, c'est vrai que ça peut être assez marquant. Ce qu'on voit souvent aussi, c'est des critères tout bêtes, mais tu vois, des trucs du genre résistance au froid. Quand tu travailles dans des environnements réfrigérés. En fait, c'est des choses toutes bêtes,
qu'un recruteur doit faire systématiquement s'il veut trouver des bons candidats pour travailler dans une boucherie industrielle, mais qui prend énormément de temps et qu'on va pouvoir vérifier systématiquement. Là, j'ai une anecdote là-dessus. Je raconte ma vie. Vas-y, je t'écoute. Mais je te jure, hein, dans un client qu'on accompagnait, on audite l'expérience candidat, etc. Évidemment, l'expérience collaborateur. Et dans l'expérience candidat, on était tombé sur un des entrepôts de ce groupe qui est assez important. Et dans cet entrepôt, il y avait un manager qui avait décrété qu'il faisait passer les entretiens de recrutement dans la chambre froide à 3 degrés pour voir la résistance des futurs collaborateurs à tenir dans le froid. Okay. Mais qui a ça en tête pour imaginer ce genre de process de recrutement? C'est sympathique. Ouais, voilà. J'espère qu'il leur disait venez couverts quand même. Ah, non, mais c'était et donc il avait un taux de recrutement qui était très mauvais, quoi. Et les gens disent c'est un fou. Ouais, c'est un fou. Clairement. Bon bref, parenthèse. Mais des fois t'as des initiatives qui peuvent effectivement surprendre. Question, vous faites, c'est l'entretien téléphonique aujourd'hui, c'est pas de la visio. Ouais. Pourquoi vous allez plutôt sur le téléphone versus visio qui est plus à la mode? Est-ce que demain il y a un avatar Alex ou un avatar Mathéo? Alors, plusieurs choses, je pense. Pour nous, le téléphone, ça reste quelque chose d'universel. Tout le monde a un téléphone aujourd'hui. C'est une prolongation de son identité. Il y a des process de recrutement dans lesquels d'autres canaux textuels fonctionnent beaucoup moins. On est sur des métiers très opérationnels, on est sur des niveaux parfois d'alphabétisation en français qui sont pas forcément très élevés. Donc c'est la c'est la réalité. Hein. Et donc là, à la fois l'entretien, mais aussi l'interaction sont vraiment purement vocales. Ouais. Et l'entretien, il est vraiment adapté, avec des questions plus fermées. On va chercher du oui/non, voilà, si c'est pour un poste hyper opérationnel, on n'a pas besoin que le candidat s'exprime nécessairement hyper bien ou communique bien. On a besoin de s'assurer qu'il comprenne le français pour le coup. Donc pour nous, il y a déjà ce biais-là. L'interaction vocale est beaucoup plus aussi riche en termes de récolte de points de données. Tout ce qu'on se dit là, je l'aurais jamais écrit. Je l'aurais dicté, peut-être. Je suis un grand fan de dicter. J'écris quasiment plus de mails, je les dicte tous. Et je trouve que c'est beaucoup plus profond en termes d'humanisation dans l'interaction textuelle. Mais effectivement, il y a une profondeur d'interaction qui est beaucoup plus riche, je trouve, dans l'interaction vocale que dans l'interaction textuelle. Je crois assez peu, même si en soi, on s'apparente à un formulaire. Si on prend du recul, on a un formulaire vocal. Si on regarde les taux de remplissage de formulaires, ils sont très faibles. Taux de réponse au téléphone, en moyenne, nous, on est entre 85 et 99%. Ah ouais, c'est énorme. C'est énorme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tellement de rejets de candidats d'utiliser de l'IA vocale aujourd'hui. Si, tu peux en avoir, bien sûr. Mais je pense, tout comme il y avait des rejets il y a 15-20 ans, de répondre à des mails. Je veux dire, on retrouve les mêmes réfractaires au changement. Quand il y a une vague de progrès comme ça qui arrive, forcément qu'il y a des gens qui vont à contre-courant. Et c'est logique. Quand on ne voulait pas utiliser WhatsApp, on préfère garder son SMS, et puis de plus en plus, on fait moins en moins de SMS, et de plus en plus de WhatsApp. Ouais, c'est ça. Ouais, après, c'est le temps qui va aussi faire les choses et les usages. Exactement. On voit qu'il y a beaucoup de candidats qui reçoivent l'interaction avec beaucoup de bienveillance. Ils disent effectivement c'est nouveau, je suis surpris, mais en fait c'est satisfaisant. Et ça c'est la vaste majorité des retours qu'on a, sachant que nous on va systématiquement, de manière aléatoire, prendre des questions de satisfaction auprès des candidats pour récupérer un score de satisfaction hebdomadaire qui va osciller aujourd'hui, on fait des milliers d'entretiens par semaine, entre 4,1 et 4,5 sur 5. Donc effectivement, on comprend qu'il y a des gens qui sont un peu réfractaires, et ça on va pouvoir les identifier. On va aussi identifier des gens qui ne souhaitent pas, tout court, interagir avec une IA vocale. Dans ce cas, ils repassent dans le process classique. C'est OK aussi. C'est OK aussi, en fait. Et libre aux recruteurs d'en faire ce qu'ils veulent. OK. D'ailleurs, les recruteurs, qu'est-ce que tu pourrais dire à des recruteurs qui nous écoutent et qui disent « Mais moi, j'ai pas envie de faire ça parce que ça va piquer mon job, quoi ». Je pense que... pour moi, il y a plusieurs choses. C'est naturel et logique. Parce qu'effectivement, j'ai commencé en disant la préqualification occupe 50% de leur job. Est-ce que c'est vraiment leur job? C'est ça la question. Pour moi, encore une fois, je l'aborde de manière très naïve, je suis pas recruteur, mais je pense que de ce que j'ai compris de métier d'un recruteur, c'est de séduire, convaincre et prendre des décisions de recrutement et pas en fait de manière machinique courir après des candidats sans trouver finalement les bons candidats ou les meilleurs candidats pour des process. Et donc je pense que si je dois donner une réponse très concrète et plutôt j'encouragerais les recruteurs à se mettre dans une logique en tout cas de test
L'IA n'est pas magique. On a des process de recrutement sur lesquels on fonctionne pas. On a commencé notre exploration en discutant avec un partenaire d'Egan Zender, j'imagine que tu les connais. Puis on se disait, peut-être, hein, qui sait. Et il m'a dit, écoute, mon petit coco, moi, ma préqualification, c'est un étoilé à 350 €. Donc, a priori, ça va pas matcher. Donc, effectivement, l'IA va pas fonctionner sur tous les process de recrutement. Donc, je pense qu'on est encore à un stade très jeune sur le niveau d'adoption de l'IA dans l'industrie du recrutement. Vraiment, hein, je pense qu'on est au tout début. Parce que l'avènement, le bon niveau de performance des modèles de langage a été atteint très récemment pour, par exemple, faire des interactions vocales. Okay. Il y a 1 an et demi, quand tu testais, par exemple, Homogène, ça n'avait rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui. Ce qui est aussi hyper encourageant, c'est qu'on est dans des courbes d'évolution de performance qui sont perpétuelles. Mais du coup, j'aurais tendance à dire, testez, faites-vous vos propres convictions, restez pas bloqué dans... D'ailleurs, je peux tester Homogène, si je suis recruteur, ouais. Ouais, bien sûr. Je vais sur le site et je peux tester. Ouais. On a un environnement de démo où n'importe qui peut tester, il suffit d'aller sur notre site homogène.ai et ensuite cliquer sur démo et vous pourrez tester. Ouais, de voir ce que ça te donne bien réellement. Sûr. Quoi. Pour nous, c'est hyper important que les gens se rendent compte à la fois de la simplicité du process, de la capacité de générer des entretiens à la volée, adaptés à la fiche de poste, et aussi du coup la qualité d'interaction qu'on peut permettre aux candidats. Ok. Toi, tu penses que demain, la frontière entre recrutement, RH, data, tech, tout ça, ça va disparaître? J'ai une vision du marché du recrutement où je trouve qu'aujourd'hui, il est sous-optimal, comme je l'expliquais tout à l'heure, à bien des égards. Sous-optimal, si on regarde les deux points de vue, candidat et recruteur. Versus ce qui se passe peut-être aux US, etc. Ou... Non, versus ce que je pense sera l'avenir. Ouais, ok. Nous, on porte une vision où demain, un candidat va pas candidater 100 fois. Il va candidater une fois, il va faire un call qui va le préqualifier, lui permettre de prendre les bons points de données. Il y aura plus de CV, il y aura un call de préqualification qui va permettre de faire matcher ce candidat avec des centaines de jobs. Nous, on est intégré à des process de recrutement où on sait de quoi nos clients ont besoin. On sait exactement quels sont leurs critères. Donc, on peut trouver exactement le bon candidat. Et donc, sur la base d'une conversation, en tant que candidat, je vais avoir accès à des centaines d'offres pertinentes. Et un système, homogène si tout va bien, opérera justement le matching entre cette conversation et les bons jobs qui correspondent à la conversation au candidat. Côté recruteur, aujourd'hui, si on regarde, un recruteur, il va poster son offre et il va recevoir soit 0 candidature, parce qu'il a posté au mauvais endroit, soit parfois En fait, c'est des centaines de candidatures avec un taux de pertinence qui est souvent très faible. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a atteint un stade où il y a un peu une opposition d'intérêt entre les personnes qui vont envoyer les candidatures aux recruteurs, dans la mesure où l'intérêt pour eux, c'est d'envoyer un max de candidatures, et c'est ce que veulent les recruteurs aujourd'hui. Les recruteurs, ils veulent des candidatures en général, parce qu'ils considèrent que plus il y a de candidatures, plus il y a de choix. Mais si on passe pas son temps à préqualifier les candidatures, quel choix on a? Et je pense que on va vraiment opérer un shift, tout comme, pareil, naïveté absolue, mais j'ai compris, en arrivant dans cette industrie il y a 1 an, qu'il y a 20 ans, ça se faisait dans les journaux. Aujourd'hui, ça se fait en ligne sur les job boards, en principal, après, il y a plein d'autres canaux. Qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans? Ça me semble évident, mais voilà, si on projette où on en est sur l'IA aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait se passer dans 5-10 ans? Forcément un changement radical. Et ce qu'on vit aujourd'hui, je trouve, est sous-optimal, et je pense que c'est sous-optimal depuis trop longtemps. Ça fait au moins 5 ans qu'on est dans un setup où c'est un peu le jeu du chat à la souris perpétuel. Moi, j'imagine très bien que demain, je vais sur un ChatGPT ou consort, peu importe. Je mets mon CV et je lui demande tiens, voilà, je cherche un job de ceci dans un rayon de 10 km autour de Rennes. Voilà. Quelles sont les offres d'emploi auxquelles il faut que je postule, quelles sont les entreprises qu'il faut que je contacte. Et puis derrière, on me fasse un ranking de vas-y, postule là, etc. Vas-y, fais-le à la place, etc. Moi, je vois un truc comme ça, tu vois, où même l'acte de candidature, il passe par des outils d'IA et qu'on n'a pas envie de chercher dans des tonnes d'annonces qu'on reçoit ou des mails qu'on reçoit qui nous disent de postuler à tel ou tel truc. Ou des SMS de France Travail qui sont des fois totalement
pas en phase avec le job de la personne. Bah, tu vois, je me dis que ça va simplifier aussi du côté candidat. Et oui, je pense que les recruteurs, déjà ils le vivent aujourd'hui, hein, mais ils vont avoir de plus en plus de candidatures. Et puis tu as des outils qui le permettent déjà de candidater. Vous avez des sponta.io qui permettent de candidater en ligne de manière assez massive. Donc derrière, quid des recruteurs qui ont beaucoup de candidatures. Et moi, je milite pas pour le plus de candidatures. Je milite pour plus de candidatures de qualité, quoi. C'est clair. Ouais. Comment tu arrives à la qualité, c'est le vrai sujet. Ouais, et ça va être l'enjeu. Ok, le temps tourne. Juste si tu devais laisser un dernier message aux RH qui ont peur de l'IA, ce serait quoi? Lancez-vous. Ouais, testez. En fait, on dit souvent, quand on est au tout début d'une révolution comme ça, technologique, les personnes qui vont se faire remplacer, c'est pas celles qui s'y opposent. Enfin, c'est celles qui s'y opposent et qui refusent de l'utiliser. Mais la réalité, c'est que celles qui vont l'utiliser vont juste être meilleures. L'IA va jamais remplacer, en tout cas aujourd'hui, et je pense à horizon 10-15 ans, un humain sur n'importe quelle tâche qui est aujourd'hui réalisée. Modulo, je pense, effectivement, il y a un vrai sujet sur les profils très juniors. Je pense que si on regarde l'impact de l'IA dans l'industrie, dans la legal tech, dans tout ce qui est legal, l'impact de l'IA dans le conseil, etc., on se rend compte qu'effectivement, il y a moins besoin de juniors. Et ça, c'est un vrai sujet. Mais et du coup, il y a des gros changements qui s'opèrent, par exemple, aux États-Unis, où il y a beaucoup de juniors qui sortent de fac, qui ont payé des centaines de milliers de dollars pour être formés, et qui vont se dire, en fait, je vais aller faire un job opérationnel où je sais que je serai pas remplacé, un job de soudeur, d'électricien ou autre, et où je sais que, je vais pouvoir avoir un salaire décent, et deux, a priori, l'IA va pas me remplacer sous 10-15 ans. Ok. Une anecdote pro que t'as jamais encore raconté à un micro, à personne? Récente, évidemment. Récente. Je vous ai dit, c'est l'anniversaire d'Homogène. Ouais, je l'avais pas encore dit. Pro récent. Pour moi, ce qui est le plus important dans mon parcours entrepreneurial, même si on court toujours après le succès, et c'est souvent ce qui transpire derrière l'entrepreneuriat, c'est logique de tu veux être successful. Pour moi, c'est pas ça, c'est d'abord l'aventure. C'est m'entourer, rencontrer des gens, m'entourer d'une équipe avec lesquelles aujourd'hui on est très, je trouve, très bon avec l'équipe. On travaille très bien, on est hyper productif, on prend des décisions sur le produit. Je pense qu'on prend 15 à 20 décisions sur le produit toutes les semaines. On va sortir 5 à 10 fonctionnalités par semaine. On est sur le bon rythme et c'est rare en fait de sentir ça. Et c'est vrai que c'est assez grisant de pouvoir prendre un recul, se dire waouh, on arrive à atteindre ça alors qu'on est même pas une dizaine. Et que tout le monde est à la bonne place avec le bon scope et travaille de manière hyper productive. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est hyper agréable. On se rend pas compte forcément quand on est entrepreneur. Comment tu fais ta veille, toi, pro? Tu fais une veille RH, recrutement, ou tu fais plutôt une veille IA? Je suis très mauvais sur les veilles au global, dans la mesure où, honnêtement... T'as pas le temps? J'ai pas le temps. Mais je regarde... en fait, j'utilise pas mal de solutions de veille global tech qui m'envoient des WhatsApp tous les jours, ce qui me permet de suivre les levées de fonds, etc. Et sinon, j'essaie d'écouter des podcasts de news le matin quand je fais du sport. Tu fais toujours du sport? T'arrives? Je fais toujours du sport, au moins une fois par jour, voire une à deux fois par jour. Pour moi, c'est ma bulle d'air, c'est ce qui me permet de décompresser. Donc quand je suis fatigué, je vais faire du sport. Encore fatigué, moi, je vais pas faire du sport. Mais vas-y, c'est le sport qui me fatigue. Non, je plaisante. Mais bon, bref. Et comment les auditeurs peuvent te contacter facilement? Sur LinkedIn, en vrai, je suis assez réactif. Donc sur LinkedIn, par mail, paul@homogène.ai. Homogène, c'est O-M-O-G-E-N. O-M-O-G-E-N. Il n'y a pas de H. Il n'y a pas de H, non, on l'a enlevé. On a trouvé ce nom au tout début de l'aventure avec Julien en cherchant des noms grecs. En général, quand j'ai une idée, je cherche l'idée, le nom de l'idée en grec, et je trouve des trucs assez sympas. Bon, cool. En tout cas, un grand merci, Paul. Merci de nous avoir parlé de ta jeune et belle entreprise. Qui je pense a un chouette avenir. En tout cas, ça j'en suis certain. J'aurais aimé que tu m'appelles il y a 1 an et demi pour que je rentre au capital, mais bon, c'est trop tard maintenant. Mais bon, on pourra s'en reparler. C'est la vie. Mais en tout cas, je vous souhaite le meilleur. Si vous êtes curieux de mieux comprendre comment fonctionne l'IA,
je peux que vous encourager, et c'est pas du tout sponsorisé, je vous le dis honnêtement, de tester vous-même, d'aller sur homogène.ai, c'est ça, et de regarder comment ça fonctionne, parce qu'on peut se poser des questions, effectivement, quand on est recruteur, se dire mais c'est sûr que ça va fonctionner, comment vont vivre les candidats, l'expérience, etc. Vivez-la vous-même, et puis comme ça vous découvrirez. Un grand merci, puis à bientôt, Paul. Merci à toi, Florent. Merci, à bientôt tout le monde. C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines, abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton Suivre sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt!